Pas un petit sujet, la semaine de 4 jours. Le chiffre d'affaires a progressé, l'absentéisme a quasiment disparu. L'idée, c'est que les gens se sentent bien dans leur job, avec beaucoup d'autonomie, de liberté. Il y a 2-3 ans, c'était quasi impossible de recruter un technicien à Nantes, un plombier, un menuisier. On entend tout le temps, les jeunes veulent plus faire ce métier. Mais sauf qu'on n'a pas changé le métier depuis tellement de temps. Il faut qu'ils soient dans la cour à 7h du mat, ils bossent 39 heures. Évidemment, ils n'ont pas de télétravail. Testons, parce que si ça peut redonner l'envie aux jeunes de venir le découvrir, le métier, parce qu'une fois qu'ils y sont, ils l'aiment. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce numéro du BTP Engagé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchaîne les foules, la semaine de 4 jours. Utopie ou réalité ? Est-ce qu'on peut faire ça dans le bâtiment ? Eh bien oui, on a la preuve réelle aujourd'hui avec Philippe Binquet, président d'Acorus. C'est ça ? C'est bon ? Voilà, très belle entreprise, entrepreneur engagé. Comment ça va, Philippe ? Très bien. Et toi, Jean-Bernard ? Eh bien, écoute, très heureux. Première émission voilà, d'un projet fou qui a émergé dans ma tête, que j'ai soumis à Jean-Philippe de Batimat. Et il m'a dit, bingo, effectivement, si on peut mettre en avant les initiatives RSE des acteurs engagés du BTP, il faut qu'on y aille. On va en inspirer plein d'autres. N'écoutons pas ceux qui disent que c'est politique, que c'est bullshit, que c'est ci, que c'est là. Mettons en avant ceux qui font du concret, ceux qui font du vrai, qui ont de l'impact. Et ça va en inspirer d'autres et on pourra faire un avenir plus radieux. Nous l'espérons. En tout cas, c'est notre conviction. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. On va parler d'un beau sujet, c'est la semaine de 4 jours. Je pense que 100% ou une grande partie des salariés en rêvent. Mais avant ça, Philippe, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, peut-être rapidement ton parcours, et puis présenter Acorus aussi, une entreprise avec qui, ma casquette et le dos, on a la chance de travailler, qui se développe très bien et qui est admirable sur plein des aspects. Voilà, est-ce que tu peux nous décrire tout ça ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Philippe Binquet, je suis le président d'Acorus en effet. J'ai 54 ans, marié, 2 enfants, j'ai une formation d'ingénieur et ensuite j'ai travaillé 15 ans dans des groupes de services. D'abord 7 ans et demi chez Veolia, puis 7 ans et demi chez Elis. Et puis j'ai eu envie, après ces parcours plutôt intrapreneuriaux, de chef d'agence, etc., d'une expérience plus entrepreneuriale. J'ai repris une entreprise de plomberie en 2010, une entreprise de taille moyenne. On était 80 personnes, on faisait 24 millions. Et puis on l'a développé depuis 14 ans pour être aujourd'hui un petit groupe, une petite TI, comme on dit, de 1750 personnes et presque 300 millions. C'est beau. Notre métier, c'est la rénovation. On ne fait que de la rénovation. On ne fait donc pas de construction neuve. On fait de la rénovation avec une approche très service. La rénovation, ça se rapproche du service et c'était mon parcours jusque-là. Et on fait de la rénovation dans tous les métiers et dans toutes les activités. C'est-à-dire qu'on est sur toute la chaîne depuis les bureaux d'études, les diagnostics, le conseil, l'accompagnement, la maîtrise d'œuvre, les travaux. On a plus de 1200, 300 techniciens. Donc on fait vraiment les travaux en interne. Et puis l'exploitation des équipements avec une raison d'être qui est d'améliorer la vie des gens dans l'immeuble, la vie des occupants, la vie des propriétaires, la vie des utilisateurs. La vie, ça peut être le confort, ça peut être un peu tout, en fait. La maison, c'est beaucoup de choses. Le bien-être passe par comment on se sent chez soi, comment on dort, comment on est avec ses enfants, avec sa femme, avec sa famille. Exact. Alors, on ne fait pas de particulier. 40% de notre activité, c'est les bailleurs sociaux. 30%, c'est des copros. Donc, la maison, on l'a, là. L'immeuble, en tout cas. Et puis, 40%, c'est du tertiaire. Donc, de l'hôtellerie, de la santé, des bureaux, mais aussi des aéroports de Paris, les ports autonomes. Enfin, voilà, un peu tout type de bâtiments, sauf du particulier en direct. Voilà. Ça, c'est pas notre métier. Magnifique. Toi, en termes de RSE, sur une échelle de 1 à 10, en termes de maturité RSE et de choses que vous faites, tu dirais que tu as combien ? J'ai posé la question aux autres entrepreneurs et dirigeants. Tu t'évaluerais à combien ? Je
pense qu'on fait pas mal de choses, on les mesure pas encore très bien, donc c'est pour ça que je mettrais pas forcément une super note. Si on fait un audit ESG ou si on cherche notre note EcoVadis, on cartonne pas de folie, mais on a pas mal d'initiatives, pas mal de choses en cours, pas mal de choses en route. Donc je pense qu'on pourrait rapidement avoir une assez bonne note, mais pour l'instant on est à 6, je pense qu'on est un peu au-dessus de la moyenne, parce qu'on a beaucoup d'expérience en cours. Beaucoup d'expérience en cours. On en parlera tout à l'heure, moi je suis admiratif, et donc on parlera de tout ça ensuite. On va commencer par un petit sujet, la semaine de 4 jours. On est dans un secteur, le BTP, où c'est très très compliqué de recruter. Je ne connais pas une boîte qui ne dit pas qu'il n'a pas 10 jobs ouverts. Je pense que la semaine de 4 jours, c'est un moyen de renforcer l'attractivité et le nombre de CV qu'on reçoit. Est-ce que tu peux nous dire, toi, concrètement, ton parcours avec la semaine de 4 jours, d'où c'est né cette envie de le mettre en place, et puis comment tu t'y es pris? Bien sûr que je peux. La culture d'entreprise, elle parle de nos sourires, nos sourires partagés. Et le premier, c'est celui des collaborateurs qui se sentent bien dans leur job. Et donc ça, on faisait déjà beaucoup de choses autour de ça. L'idée, c'est que les gens se sentent bien dans leur job, qu'ils aient les moyens de bien faire leur job. Donc avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, la responsabilité en contrepartie, mais beaucoup d'apprentissage, de formation, etc. Donc voilà, on avait fait pas mal d'éléments. Et c'était presque naturel, dès que ce thème est sorti, de se dire, il faudra qu'à un moment on le teste. Voilà, après, c'est jamais le bon moment. Et puis, il se trouve qu'à Nantes, pour des raisons liées au recrutement, en effet, il y a 2-3 ans, c'était quasi impossible de recruter un technicien à Nantes, que ce soit un plombier, un menuisier. C'était non seulement impossible, mais en plus, une partie des métiers dans le neuf, à ce moment-là, étaient à 4 jours. Pas pourquoi, bizarrement. OK. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est l'endroit où peut-être le tester. En tout cas, Lorraine, la directrice de Nantes, dit, moi, ça m'intéresserait d'essayer, parce que peut-être ça peut être une piste. Voilà. Moi, honnêtement, c'est pas la raison principale, le fait de recruter. Je pense que c'est une conséquence. Tout à fait. La raison, je la cherche plutôt dans cette phrase classique qu'on entend tout le temps, les jeunes ne veulent plus faire ce métier, mais sauf qu'on n'a pas changé le métier depuis tellement de temps, il faut qu'ils soient dans la cour à 7h du mat, ils bossent 39 heures encore dans la plupart des cas, évidemment ils n'ont pas de télétravail, ils n'ont jamais bénéficié d'aucune avancée, et on n'a pas changé les éléments un peu passéistes, entre guillemets, de ce qu'est le métier. On a encore des mots comme l'arpète, qui est celui qui démarre, des mots qui ont plus de sens, quoi, qui sont très étonnants. Et après, on s'étonne que les jeunes ne veulent plus faire ce métier. Je pense qu'il y a peut-être d'autres façons et qu'on peut aussi se mettre un peu à leur place et se dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même des raisons de ne plus pouvoir faire ce métier? La vie, elle a changé, la vie perso, elle a changé. Et peut-être que les 4 jours sont enfin une occasion, notamment pour les techniciens, c'est un peu leur revanche, quoi. Enfin une évolution de la vie au travail, dont ils sont susceptibles de bénéficier. Et ça fait bien longtemps qu'il n'y en a pas eu, en fait. C'est vrai. Ça, c'est ma première raison, c'est de se dire, testons, parce que si ça peut redonner l'envie aux jeunes de venir le découvrir, le métier, parce qu'une fois qu'ils y sont, ils l'aiment. Donc on n'a pas de problème avec ce métier. Le métier, ils l'adorent. C'est attiré, quoi. C'est un métier où on travaille avec ses mains, avec sa tête, où on crée. Donc c'est un métier qui génère du plaisir. On n'a pas de souci avec ça. Mais par contre, il faut qu'ils y viennent. Voilà. Et donc, si on ne change pas quelques trucs, on est décalé, en fait. Donc ça, moi, c'était la principale raison. Les deux se sont rejoints pour qu'on dise, testons à Nantes. Une agence de combien de personnes à Nantes? Alors à Nantes, c'est 70 personnes. 70 personnes, une belle... 65, 70. Ouais. On s'est posé la question, on a échangé un petit groupe, on a fait un tout petit groupe projet et on s'est donné 3 semaines. Alors c'était il y a 1 an et demi, un peu plus. On s'est donné 3 semaines avec la directrice, notre directeur du développement humain, enfin quelques autres personnes, pour dire, d'abord, on ne connaît pas trop, qu'est-ce qui est écrit déjà là-dessus. Bon, première semaine, deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a comme question? Est-ce qu'après une première lecture, on pense que c'est une folie ou on pense que... Déjà, il y avait pas mal de changements entre tous ceux qui disaient... Vous avez sondé les salariés? Pas à ce moment-là, pas du tout. À ce moment-là, déjà. Là, c'est vraiment un petit groupe sur 3 semaines. Ouais. Le premier changement, ça a été ceux qui partaient avec l'idée, encore une idée loufoque, mais avec cette idée qu'on entend souvent,
on va encore abîmer la valeur travail. Mais merci de le dire. Qui sont revenus en disant, en fait, c'est l'inverse. On va redonner corps et cœur à cette valeur travail. Donc ça, bon, on était donc ce petit groupe d'une dizaine à dire, OK, probablement ça se tente. Donc là, on a sondé à Nantes, on ne les avait pas prévenus, on a décidé le vendredi, on les a réunis le mardi, tous les salariés, dans la cour devant l'agence, sans trop leur dire pourquoi. Et on leur a dit, voilà, on a un truc à vous proposer, si ça vous dit, on teste la semaine de 4 jours ici avec vous. Et si vous nous dites oui, sur tel et tel principe, alors après, vous allez vous organiser entre vous, et on se retrouve dans 3 mois, donc on sera mi-décembre, pour voir si c'est possible, si vous avez trouvé des façons de vous organiser, et si on bascule au 1er janvier. Donc... C'était il y a 1 an et 3 mois. OK. Et donc, le résultat, après 1 an et 3 mois d'expérimentation... À Nantes, ça s'est très bien passé. En fait, c'est bon, l'agence ne s'est pas écroulée. L'agence ne s'est pas écroulée. Chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a progressé. C'est une de nos plus fortes progressions de l'année dernière. La marge est là. Bon. Après... c'est trop simple de dire où est la marge et est-ce que par hasard ce serait pas ça ou ça qui... Il suffit d'avoir un moins bon chantier une année, elle est moins bonne, un meilleur chantier, elle est meilleure. On fait parler les chiffres. Donc attention à la façon de faire parler les chiffres, même au bout d'1 an. Ouais. Mais en tout cas, rien de significatif. Plutôt, bon, d'abord, 100% des gens de Nantes ont dit qu'ils voulaient continuer. 100%. Okay. 100%, il n'y a pas un petit réfractaire. Même plus un, non. Non, OK. Et l'absentéisme a quasiment disparu. Le turnover, il n'y en a pas eu. On a en effet pu recruter. L'absentéisme de maladie, là, il a quasiment disparu, quoi, par les longues maladies. Donc non, ça s'est très bien passé. Donc on a dit, OK, c'est envisageable de l'étendre. Et donc pour l'étendre, la première chose qu'on a fait, c'est une consultation générale. Donc on a interrogé Alors on ne l'étend pas pas tout à fait à tout le groupe, parce qu'il y a quelques filiales plus récemment acquises, dans lesquelles on se dit, bon, il y a déjà suffisamment de travail pour assimiler notre culture, pour assimiler l'acquisition, etc. Tout à fait. Donc on verra un peu plus tard, mais ça concerne 1300 personnes quand même. Oui. Donc on a interrogé 1300 personnes. Et on a eu un taux de réponse de 95% et un taux de favorable de 87%. Donc on s'est dit 87, 92, ça fait pas mal. 80, et il y a quand même des non favorables. Bien sûr. Ouais. Il y a des non favorables, puisque le principe retenu est de dire, vous aviez, pour les techniciens, vous travaillez 39 heures avec 4 heures sup forfaitaires, on va passer à 35 heures sur 4 jours, et on vous payera les 4 heures sup forfaitaires en prime, donc en brut, on va dire, ce sera la même chose. Mais on ne va pas compenser le fait que les 4 heures sup forfaitaires, elles sont moins chargées, parce que c'est des heures sup. Okay. Et donc ce sera une prime qui, par définition, sera plus des heures sup, donc elle sera chargée normalement, et non pas un taux de charge réduit qui bénéficie qu'aux heures sup. Ouais. Ça, plus les quelques primes journalières, panier, etc., qu'on ne va pas compenser. On ne va pas dire on vous donne 5 primes journalières, vous bossez 4 jours. Donc ça fait une petite perte d'une centaine d'euros pour quelqu'un qui gagne 2000. Donc oui, logique et légitime que certains disent, moi, je n'y vois pas bien l'intérêt, et par contre, je vais perdre peut-être 100 euros, 130 euros. Donc moi, je suis plutôt non. Voilà. Okay. Il y a la possibilité d'avoir un modèle hybride avec des gens qui travaillent 5 jours et d'autres 4 jours, ou c'est tout le monde à 4 jours? Non, nous, on souhaitait que ce soit tout le monde. Okay. On n'avait pas envie de tester. L'expérimentation, c'est on y va pour tout le monde. Donc, une logique un peu de la majorité, sous réserve qu'elle soit significative, va l'emporter. On a quand même beaucoup travaillé sur les 13%, de 2 façons. D'abord, il y avait 2 agences où on était en dessous de 80. Alors, pas beaucoup en dessous. Il y en a une qui était à 72 et l'autre à 78, je crois. Ouais. Ces 2-là, qui étaient les 2 seuls en dessous de 80, on leur a dit on peut vous proposer d'attendre un peu. Bon, alors, évidemment, finalement, 72% de favorables, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Donc, très vite, ils nous ont dit, quand est-ce qu'on y va ? Mais on a décalé pour une d'un mois, et pour l'autre, on n'a toujours pas lancé les choses. Et les autres, qui donc avaient plus de 80% de favorables, tout le monde a travaillé par petits groupes de 10, 12, 15, enfin nos mini-entreprises, nos 80 mini-entreprises, là, ont travaillé au moins 3 réunions de toute l'équipe. Et la première réunion, qu'on appelait une réunion pré-mortem, visait vraiment à poser les peurs sur la table et à emmener les gens, ceux qui disent non, en général, c'est ceux qui donnent les peurs en premier. Exactement. Du coup, il y a une discussion autour de ces peurs-là.
un peu comme si voilà, on a nettoyé le sujet. Maintenant, on peut travailler sur comment on va faire pour que ça marche. En gros, on a envie d'essayer comment on fait pour que ça marche. Et c'était ça les 2 autres réunions qu'ils faisaient, mais entre le patron de la mini-entreprise. Première réunion pré-mortem, les freins. Deuxième et troisième réunion de travail. On s'organise. Comment on s'organise, sachant que les quelques principes, c'est continuité de l'activité. On ne ferme pas l'entreprise. On ne ferme aucune mini-entreprise. Donc, il ne doit pas y avoir un jour où il n'y a personne. C'est ouvert de quand à quand ? Du lundi au vendredi. On ne travaille pas le samedi, globalement. On avait ouvert la possibilité qu'ils puissent bosser le samedi aussi, du coup, mais ça n'avait pas été retenu pour l'instant. Mais donc, il fallait que la répartition du choix du jour off soit répartie, et non pas tout le monde le vendredi ou tout le monde le lundi. En réalité, c'était déjà le cas à Nantes, ça s'est fait quasiment naturellement. Les gens, les équipes discutent entre elles et le font avec des critères un peu naturels. Toi, tu as des enfants, moi, j'en ai pas. Enfin... Avec un principe qui dit on le garde pour une année ce jour et l'année d'après on le change si besoin. Ok. En tout cas on en rediscute parce qu'il n'y a peut-être pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui est le lundi ou toujours les mêmes qui est le mercredi ou toujours les mêmes qui est le vendredi. Et il faut aussi qu'il y en ait qui est le mardi, le jeudi. Voilà. Et donc ça s'est plutôt bien passé, mais ça supposait des réflexions de chacun. Et on dit que c'est une expérimentation qui durera 18 mois. Même si là, il y a 1200 personnes qui ont basculé le 1er mars, ça reste une expérimentation de 18 mois, donc c'est jusqu'à fin août 2025, avec quelques critères, et notamment la productivité. Il ne s'agit pas de couler l'entreprise, hein. L'idée, c'est pas de couler l'entreprise. Les éléments qu'on a à Nantes ou qu'on a ailleurs ont l'air de montrer que, en fait, on peut maintenir ou améliorer les productivités. Mais on voulait aussi regarder la fatigue, les accidents, bien sûr. La satisfaction client. Satisfaction client, tout à fait. Donc tous ces éléments font partie du test, de l'expérimentation. Est-ce qu'on les coche tous ? Est-ce qu'on ne les coche pas complètement ? Il faut travailler pour les améliorer. Et on verra. Ok. Toi, tu es prêt à 18 mois à faire marche arrière ou à imaginer un autre modèle Moi, j'y crois beaucoup, personnellement. Je pense qu'il y a vraiment une vraie valeur dans cet équilibre, dans cette respiration. Alors, j'ai parlé des techniciens, mais la raison qu'on pourrait se donner sur l'encadrement et l'administratif, j'allais te poser la question, selon les postes. Un autre sujet. C'est un peu le parallèle. C'est aussi des métiers très engagés, des métiers où on va même un peu s'oublier et puis se griller un peu. Bien sûr. Donc... pas forcément en allant jusqu'au burn-out, mais notamment les jeunes vont y rester un peu trop longtemps, ils s'y engager un peu trop, ça va leur prendre un peu toute leur réflexion, tout leur temps. Et c'est pas forcément très utile, très sain. Et je le vois comme une façon de forcer un peu une respiration, cette respiration chaque semaine qui permet de revenir avec l'ensemble de l'engagement qu'ils ont déjà, mais en ayant eu la possibilité, l'autorisation de prendre un jour où on fait autre chose. Alors ce jour où on fait autre chose, on n'est pas dupe, notamment au début. Peut-être qu'ils passent la moitié à répondre à des mails et à se mettre au niveau sur leurs mails. Mais finalement, ça fait au moins une demi-journée où ils ne bossent pas. Puis peut-être que de s'être mis au niveau sur leurs mails, ça leur fait d'autres jours beaucoup plus sereins. Oui. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a constaté à Nantes, une sérénité, une prise de recul complètement différente. Et l'attractivité, alors, est décuplée, ou en tout cas plus importante pour recruter Alors, à Nantes, il se trouve qu'on n'a en effet pas eu de difficulté à recruter cette année, qu'on n'a plus de postes vacants, que ça va beaucoup plus vite. Plus de postes vacants. Mais c'est... Oui, on a plus de demandes, on commence à avoir des gens qui disent « je viens parce que ». Mais honnêtement, c'est pas réellement pour ça qu'on le fait, et c'est pas non plus quelque chose qui change tout du jour au lendemain. On avait déjà fait pas mal d'efforts sur l'attractivité. Bien sûr. Et ça change pas tout. Ok. Donc j'ai pas complètement répondu, mais oui, on est prêt à l'arrêter, l'expérimentation, si il s'avérait qu'un des éléments que j'ai donnés fonctionne pas, soit que les gens finalement aiment pas, ça n'a pas l'air parti pour, soit qu'on s'y retrouve pas, soit que nos clients soient pas satisfaits. Par exemple, qu'on utilise un peu trop souvent cette phrase qu'on a carrément bannie, je peux pas, j'ai 4 jours, ça marche pas. On l'entend déjà beaucoup, je peux pas, je suis en télétravail. Il n'est pas question d'entendre je peux pas, j'ai 4 jours. Donc voilà, oui, il peut y avoir des raisons de faire marche arrière et de dire non, on n'est pas mûr, ou c'est pas adapté à notre industrie, à notre activité.
Bon, en tout cas, ça a l'air bien parti. Je regrette, il y a 2 invités qui devaient être là aujourd'hui, qui sont des entreprises qui font entre 1 et 5 millions d'euros, entreprises artisanales qui interviennent chez le particulier, qui l'ont mis en place aussi dans leur société. Donc, je tiens à dire que c'est possible dans toute taille de boîte aussi. Donc, voilà, dommage qu'ils aient pas pu être là. Mais bon, en tout cas, je pense que tout le monde peut s'y mettre. Quels sont les écueils pour toi à éviter? J'ai l'impression que vous avez fait un parcours quand même bien préparé, vous n'êtes pas tombé dans trop de pièges. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut le mettre en place demain? Alors, j'avais longtemps hésité à reconsulter tout le monde en disant ça fait 1 an qu'on en parle, finalement c'est peut-être pas la peine, et puis c'est une décision finalement un petit peu personnelle, enfin de le proposer. Et j'ai changé d'avis, je pense qu'il faut absolument consulter l'ensemble de l'entreprise. Ok. Donc ça, c'est un écueil possible. Ok. Pour ne pas tomber dans... en fait, j'ai essayé de vous convaincre de bien vouloir passer à 4 jours, parce que c'est quand même le monde à l'envers, mais assez vite, ça peut se transformer en ça. Ok. Donc, avoir consulté tout le monde, bon, ça remet un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Voilà, si ça vous intéresse, alors on peut tenter l'expérience ensemble. Ok. Ça, c'est vraiment un point, je pense, important. Le deuxième, c'est vraiment de co-construire les solutions. Je pense que ça suppose une relation dans l'entreprise qui soit vraiment co-responsable d'adulte à adulte et non pas parent-enfant. On fait un grand geste d'adulte, en fait, en disant on se donne la possibilité de travailler 4 jours si, en contrepartie, on se donne les moyens dans l'organisation, dans la façon dont chacun va accepter les petites contraintes qui pourraient en résulter, de faire tourner la boîte au moins aussi bien qu'avant, et si possible mieux. Donc il y a du donnant-donnant, il faut que la culture soit suffisamment mûre pour ça. Oui. Et dans tous les cas, il faut le co-construire. Je pense que c'est impossible de le faire fonctionner en disant voilà comment on va se passer, voilà ce que vous allez faire, voilà comment... Voilà. Ne serait-ce que pour cette raison, ne pas avoir choisi de fermer un jour, ça a aussi cette vertu, c'est que du coup, il faut que chacun s'organise, chacun regarde les autres, en disant, toi tu préfères le jeudi, alors comment on va faire? Parce que finalement sur ce métier on n'est que 2, et à chaque fois ils trouvent des solutions. Mais il faut que ce travail de co-construction il ait lieu. C'est essentiel. Ouais, sinon, je pense vous êtes fait accompagner par un cabinet qui ont l'habitude d'aider les boîtes dans cette transition, parce que c'est pas une transition qui est non plus évidente, non? Non. Votre background Lean, ça vous a aidé à approcher la problématique avec une approche Lean? Beaucoup, parce que ça fait des années... alors, on dit qu'on a un background Lean, on a surtout un background d'autonomie, alors, qui est le fond de la culture Lean. Autonomie des équipes qui ont les moyens et la liberté de s'attaquer à leurs problèmes sans frein et sans demander l'autorisation de régler un problème avec l'idée qu'ils ont eue, quoi. Et donc, ils ont l'habitude de nous entendre dire tout le monde, tout le temps, si vous avez un problème et que vous savez comment le régler, allez-y, en fait. Si vous avez un gaspillage, parce que les problèmes, où est-ce que vous allez les trouver? Trouvez-les dans les gaspillages, trouvez-les dans les cailloux dans vos chaussures, les trucs qui vous ennuient, ou les trucs qui ennuient vos clients. Et en fait, là, on a dit la même chose. On a dit, c'est l'occasion, on va faire 3 réunions partout, ça va faire peut-être 300 réunions. C'est l'occasion de refaire une passe là-dessus. C'est quoi vos cailloux du moment? Comment on les résout? C'est quoi les ennuis qu'ont vos clients en ce moment? Comment on les résout? C'est quoi les gaspillages qui vous sautent aux yeux? Comment on les résout? Si on résout tout ça, ça va couler, ça va marcher. Et donc, oui, je pense que le background Lean nous a aidés, bien sûr. Bac rouge, on prend le problème, hop, on le sort et on le traite, quoi. C'est ça. Ok, Exactement. super. Philippe, quelles sont les autres choses que vous faites en termes de RSE? Moi, je te suis sur LinkedIn et bravo de communiquer, parce que c'est pour ça que je fais cette émission. Je suis convaincu que si on communique sur ces actions, on va en inspirer d'autres. Bravo pour la communication que tu as entamée sur LinkedIn, sur tout ce que tu fais d'un point de vue management ou RSE. Tu as mis en place l'actionnariat salarié, tu as investi dans des startups, tu as fait plein d'actions, tu as mis en place du recyclage aussi, de filière de recyclage. Est-ce que tu peux nous dire les gros sujets, les gros chantiers RSE que vous avez mis en place et dont tu es fier? Oui, oui, bien sûr.
pour les organiser, j'aime bien partir de notre bilan carbone. Super. Il est assez simple. Hein. Alors, on a beaucoup de tonnes, 100 000 tonnes de carbone, de CO2 émis, enfin équivalent. 50%, c'est la consommation des équipements qu'on installe. Ouais. 40%, c'est les matériaux qu'on utilise pour faire nos rénovations. Et 10%, c'est le carburant de nos véhicules. C'est un peu simplifié, mais très pour clair. Comprendre. Ouais. Sur le carburant de nos véhicules, on ne fait plus que de l'électrique, que ce soit en camionnette ou en véhicule simple, basique. Donc on n'achète plus autre chose. Donc il faut le temps que le parc se renouvelle, mais on est très au-delà de l'exigence de renouveler, enfin de profiter des renouvellements pour introduire de l'électrique. Et puis ça suffisait pas, donc on a ouvert on est au notre 3e hub, un qu'on a refermé qui était un test, mais 3 hubs en centre Paris pour faire de la mobilité douce sur notamment nos dépannages en plomberie ou nos remises en état de logement. Donc vélo... Donc en vélo cargo. Le premier hub, le test, on était plutôt en scooter électrique et là on est en vélo cargo. Génial, génial. Donc là, tu es passé de 10% à... Bah, je mesure pas bien, je te dis, je suis pas bon là-dessus. Ok, c'est pas grave, ça me va bien. Voilà, note 6, donc je sais pas. Okay. On mesurera un jour, bien sûr. C'est un peu mais trop déjà, le début. Énorme, voilà, c'est le début. L'exercice aussi, on se lance sur ces sujets. Je pense que vous lui avez mis une grosse claque déjà. Là. On suppose que les JO vont nous aider à avoir plus de vélos cargo aussi en ville. Sur les 50%, on a plutôt été travailler... au travers de nos acquisitions, à venir ajouter les métiers qui clairement vont faire de l'économie d'énergie. Ouais. Donc c'est nos acquisitions des 3 dernières années, parce que notre croissance elle est plutôt organique, contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, c'est mais vrai là, depuis 3 ans, on a fait quelques acquisitions et elles sont presque toutes soit sur l'isolation thermique, soit sur la couverture, soit sur les chaufferies et la gestion et le pilotage des chaufferies, soit sur le bureau d'études énergie, soit sur les fenêtres. Voilà, donc on est venu par acquisition faire passer cette part qu'on pourrait dire purement déco-rénovation de 30 millions à 100 millions. C'est aujourd'hui un peu plus du tiers de notre activité, peut-être 40% maintenant. Okay. Voilà. Et on a fait d'autres choses, mais on ne pourrait pas rentrer trop dans le détail de tout. Et sur les matériaux, on a clairement choisi d'essayer de changer quelque chose en matière de réemploi, pas recyclage, réemploi. Recyclage, ça passe par la case déchets. C'est ça. Réemploi, on essaie de ne pas passer par la case déchets. Tout à fait. Donc on a fait 2 choses. On a pris une participation dans une start-up qui s'appelle CycleUp, qui est une plateforme de matériaux de réemploi, la plateforme la plus sérieuse sans doute aujourd'hui sur le réemploi des matériaux de bâtiment. Alors, on peut dire combien, ou c'est significatif, ou c'est... La participation ? Oui. On doit avoir 8% de la boîte. Voilà, bon. À peu près comme SMA BTP ou le FSI, qui sont les actionnaires qui sont rentrés dans cette levée de fonds. Et après avoir pris cette participation, donc on s'est mis à comprendre un peu ce qu'était cet écosystème de réemploi et on s'est dit il faut absolument aller plus loin. Aujourd'hui, c'est trop parcellaire. Finalement, le problème de celui qui veut utiliser du matériau de réemploi, c'est qu'il ne sait pas très bien ce qu'il va avoir, quoi. Le jour où il lève le doigt en disant « ça y est, j'en ai besoin aujourd'hui », on ne sait pas ce qui est dispo. Et il faut absolument créer des filières de qualité constante, continue, où on sait qu'on en aura, et on sait que la qualité, elle sera tout le temps là. Pour ça, il faut des centres de reconditionnement. Donc on a créé, d'abord dans notre garage au siège d'Acorus, un centre de reconditionnement. Enfin, on a testé, on a demandé à un de nos plombiers si ça l'intéressait de prendre un peu le pilotage de ça, de chercher la bonne formule pour qu'un WC, par exemple, qui sort d'un chantier, qui honnêtement serait parti à la benne parce qu'il est vraiment pas beau à voir, comment on en fait quelque chose qui est comme neuf à la sortie. Et il a trouvé. Et donc après, on l'a industrialisé avec CycleUp et on a un centre de reconditionnement qui est capable de sortir des volumes relativement significatifs aujourd'hui. Comme on avait des volumes et du matériau, des produits comme neufs, on a commencé à aller voir nos clients, notamment les bailleurs sociaux, à l'occasion des remises en état de logement. On leur a proposé d'utiliser ces produits-là. Ils les ont regardés, ils ont dit en fait, ils sont neufs. Oui, c'est le principe. En fait, s'ils n'étaient pas neufs, on ne vous les proposerait pas. Ils sont comme neufs. Et c'est impossible de voir la différence. Ils auront le même fonctionnement, ils auront tout pareil, sauf qu'à chaque fois qu'on en met 1 tonne, on économise 2 à 3 tonnes de CO2, quoi. Donc très vite, ça fait des économies de CO2 assez significatives. Tous les clients nous ont dit oui, ont signé des avenants, alors qu'on leur propose un peu plus cher, en disant il faut participer, il faut que tout le monde participe au déploiement de cet écosystème.
Au fond, il n'y a pas tellement de raison que ce soit moins cher, c'est plutôt les autres produits qui n'intègrent pas le coût carbone. Donc ça, ce serait déjà une raison en soi. Et l'autre, c'est participer, comme nous, comme Cycle Up, au développement de cet écosystème qui, petit à petit, va devenir plus soutenable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il est tout petit, il n'est pas industrialisé. Voilà, donc tout le monde a suivi, et ça, c'est une très grande satisfaction. Et tout le monde a compris qu'il fallait changer les paradigmes, en fait. C'est une autre façon de regarder les choses. Ça prend assez vite quand les gens visitent le site de reconditionnement. Et donc, on est assez fiers des résultats qu'on a pu obtenir avec Cycle Up et cet atelier de reconditionnement. Et on pense que si d'autres font ça sur d'autres filières de matériaux, ou si nous, on poursuit, il y a une vraie opportunité que le réemploi prenne une part relativement importante du flux total de matériaux qui alimentent. Alors nous, c'est les rénovations, mais ça pourrait être le neuf aussi. Hein. Écoute, on a fait un super numéro avec Thomas Pestouri d'Unicalo pour parler du réemploi dans la peinture, hein, parce que c'est aussi un sujet qui le passionne et sur lequel il veut être fortement acteur. Donc, je t'invite à regarder l'épisode, et puis il y a potentiellement des synergies aussi, parce que quand on veut tous avancer dans la même direction, on est souvent plus fort à plusieurs. On arrive déjà au bout. J'ai 10 000 questions, Philippe. Je pense qu'il faudra que tu reviennes, hein, si tu le veux bien. Avec plaisir. Pour parler de tous ces beaux projets. Pour conclure, est-ce qu'il y a un conseil ou une source d'information que tu suis pour justement continuer de te repenser, continuer que tes collaborateurs se repensent, ou quelque chose qui a fait le déclic peut-être que... Un conseil, oui. C'était un de mes posts d'ailleurs. Pourquoi se battre à essayer de convaincre les gens de faire de la RSE alors qu'il suffit de faire une fresque du climat et que derrière, c'est eux qui viennent vous demander d'en faire de la RSE? C'est vrai? C'est vraiment un point important, à mon avis. Une fois qu'on a compris ce qui se passe sur la planète, on a envie que l'entreprise elle fasse des choses vraies. Et puis un deuxième conseil, c'est d'utiliser ce thème des émissions évitées quand on a la chance de pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que si notre activité permet d'éviter à nos clients des émissions, il faut en parler, parce que c'est quand même plus sympa que de parler juste de nos émissions induites. Évidemment, il faut réduire nos émissions induites. Notre bilan carbone, il faut qu'on le fasse baisser. Mais quand on travaille, quand on passe sur un immeuble, après qu'on soit passé, il émet moins qu'avant. Et ça, il faut savoir en parler. Pour ça, il y a un indicateur génial qui est en train d'apparaître, qui s'appelle le dividende climat. Et je pense que c'est une bonne idée aussi de s'intéresser à ça. Magnifique. Merci beaucoup. Philippe Benquet, PDG du groupe Acorus. Voilà, un témoignage inspirant. Je suis hyper heureux d'avoir lancé cette émission, le BTP Engagé, parce que voilà, on découvre des choses fabuleuses qui, je l'espère, vont t'inspirer à toi qui nous regarde. Dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. C'est le moment de liker et de partager pour nous soutenir. Et puis, si tu n'as pas réagi à minima, on se retrouve le 30 septembre à Batimat. Merci d'être resté jusque-là et à très bientôt. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio.